Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, voilà, je suis en train de brancher mes AirPods. N'hésitez pas à me dire si dans le chat si vous m'entendez pas. On va attendre une ou deux minutes, le temps que tout le monde se connecte, et puis après on se lancera sur le sujet du jour, la rétention. Donc pour toutes les personnes là qui sont déjà présentes, donc on peut échanger sur le chat, sur la colonne de gauche. Mais pour les questions, il y a un onglet qui est dédié à ça et qui est assez intéressant parce que du coup, chacun peut voter pour les questions. Et du coup, ça priorise les réponses que je pourrais apporter à vos questions. Je vais essayer de les traiter soit au fur et à mesure si j'arrive à les attraper tout en vous montrant quelques slides, soit sinon je rassemblerai à la fin pour essayer d'apporter mes retours. Il est 11h02, on va commencer et puis petit à petit après les personnes qui nous rejoindront prendront le truc en cours. On a évidemment à la fin la possibilité de vous passer le support ou une partie de ce support. Il y aura un replay aussi, évidemment. Et puis surtout, toute l'équipe est joignable quand vous voulez sur l'adresse mail que vient d'indiquer Leïla dans l'onglet chat. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la rétention. On est très axé. C'est un sujet qu'on axe pas mal sur les e-commerçants aujourd'hui parce qu'on se rend compte que ils sont très très portés sur l'acquisition. On va le voir dans les différents chiffres qu'on a pu glaner et puis qui sont soit issus d'études, soit issus de notre expérience. Et on va donc parler de l'importance de la rétention d'une manière générale et particulièrement aujourd'hui avec l'année 2020 qui vient de se passer et un peu les mêmes conditions sur cette année 2021. Évidemment, je peux pas ne pas commencer par la slide par laquelle tout le monde commence forcément son pitch, mais qui est finalement incontournable pour que ceux qui ne connaissent pas comprennent un petit peu plus qui on est. Ça fait depuis 2013 qu'on travaille, qu'on a créé cette entreprise, donc Captain Wallet, qui travaille donc principalement sur cet outil, ce canal qu'est le wallet, mais aussi plus largement sur ces sujets d'animation et de relations clients, particulièrement sur le mobile. On fait ça avec maintenant presque 150 marques, qu'elles soient des retailers qui ont une partie e-commerçant, comme un peu tout le monde, des e-commerçants purs, des pure players, enfin toutes les catégories. Et d'ailleurs, le point commun de toutes ces marques, qu'elles soient dans n'importe quel secteur, c'est qu'elles ont deux problématiques, et c'est les deux problématiques dont on va parler aujourd'hui. La première, c'est qu'elles ont tout un trafic qui est super important sur le mobile, qui évolue énormément à la hausse et depuis quelques années maintenant. Donc, la majorité des emails sont lus depuis un mobile. La majorité du trafic se passe depuis leur site mobile. Et la deuxième problématique, elle est sur cette question d'acquisition versus rétention, cette difficulté à travailler la base de données et donc d'avoir cette espèce de paradoxe où j'ai beaucoup de gens sur mobile, mais une vraie difficulté à les engager sur le long terme. Et c'est à ça qu'on répond avec Captain Wallet. Je le mets dès le début parce que bon, je me dis que quand même au début, il y a quand même encore un peu d'attention sur les éléments que je vais mentionner. Donc dès le début, j'aime bien commencer un peu par quelques chiffres qui sont marquants et qui sont importants pour que vous les ayez vraiment bien en tête. Quand on parle du wallet aujourd'hui, on parle des personnes donc qui sont walletisées, c'est-à-dire des personnes qui interagissent avec la marque ou la marque interagit avec elles via le wallet. Et ce sont des personnes qui en moyenne augmentent leur panier moyen de plus 15%.
c'est pas neutre, c'est un chiffre qui est très important, un panier moyen qui augmente de 15%. Très souvent, on se bat pour des dixièmes d'augmentation de panier moyen. Là, sur ce canal-là, les personnes qui utilisent ce canal-là augmentent leur panier moyen de 15%. Elles augmentent aussi leur fréquence d'achat de 20%, ce qui est absolument considérable. Et c'est intéressant de voir que toutes les marques avec lesquelles on travaille, encore une fois, quel que soit le secteur et quelle que soit la particularité, qu'elle soit retailer, qu'elle soit e-commerçante ou pure player, observent cette même pratique ou cette même consommation, si vous voulez, de ce canal sur leur marque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a plus 15% d'augmentation de panier moyen, plus 20% de fréquence et qu'on multiplie avec, c'est la même slide, c'est le même chiffre en tout cas, et qu'on multiplie par ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont walletisées sur une base de données en un an, c'est-à-dire en un an, on arrive à toucher 20% d'une base de données avec le wallet. Voilà, quand on multiplie un peu tous ces chiffres, on arrive à un impact qui est très fort sur le chiffre d'affaires, et c'est ça qu'on cherche dans les directions marketing et particulièrement aujourd'hui. Ce qu'on cherche, c'est augmenter le chiffre d'affaires, augmenter son ROI et pas simplement avoir des canaux un peu sympas, un peu fancy. Là, on parle vraiment d'un canal qui est extrêmement efficace d'un point de vue business. Et s'il est efficace d'un point de vue business, c'est qu'il a une vraie adhésion des personnes qui l'utilisent. Et donc, ça veut dire qu'il y a une bonne expérience client aussi qui est vécue via ce canal. Je vais passer sur un constat que tout le monde connaît, qui est évidemment le mobile comme pierre angulaire, quoi. L'expérience client, ça peut paraître hyper classique de dire ça aujourd'hui, mais quand même, j'aime bien mettre des chiffres dessus et que tout le monde se rende compte un petit peu à quel point le mobile est absolument essentiel. On touche notre téléphone 2600 fois par jour, on le déverrouille 220 fois par jour, on fait dérouler 930 mètres d'écran avec son petit pouce tous les jours. Donc, si votre médecin vous dit que vous faites pas de sport, c'est pas vrai. Vous en faites au moins avec votre pouce. Et puis, on passe en cumulé 37 jours par an sur son téléphone. Donc oui, tout le monde sait que le téléphone, c'est important, mais quand on met des chiffres dessus, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Pour tous ceux qui ont des iPhones, et je pense qu'il y a l'équivalent aussi sur Android, mais peut-être pas en natif, mais il y a l'application temps d'écran, où on peut voir le temps qu'on passe et sur quel type d'application. C'est assez impressionnant, pour pas dire flippant, pour utiliser un terme de jeune, que je suis un peu moins ces temps-ci, malheureusement. Et on se retrouve avec un écran qui est de plus en plus prégnant dans la vie de tous les jours, et c'est l'écran qui aujourd'hui réceptionne les plus gros budgets marketing, même parfois devant la télé. Donc le mobile, c'est évidemment un outil qui est absolument central. Et avec le confinement, on aurait pu se dire que comme les gens étaient chez eux, ils passeraient peut-être un peu plus de temps sur un desktop. C'est pas le cas. 62% utilisent plus leur téléphone, 45% ils passent plus de 3 heures. C'était un peu moins de 3 heures avant le confinement. C'était 3 heures pile, je crois. Et puis, le temps passé en cumulé moyen, il est passé de 44 jours à 37 jours. Déjà, 37 jours par an, c'était assez incroyable. Là, 44 jours, c'est vraiment très impressionnant. Donc, on passe vraiment dans une dimension où le mobile est absolument central. Donc, toute personne en responsabilité dans le marketing doit savoir absolument gérer cet écran. On va voir comment il est géré aujourd'hui. Et la deuxième problématique dont je parlais au début, c'est l'acquisition versus la rétention. Il y a un vrai rééquilibrage à opérer. Nous, on est vraiment extrêmement frappés. On voit plusieurs centaines de marques par an. On vient nous-mêmes, les fondateurs, moi je bossais chez McDonald's avant, et Alexandre et Bertrand, qui ont cofondé la boîte, travaillaient chez SFR, travaillaient dans le domaine des applications particulièrement. Au début, quand toute cette partie application a commencé à naître dans les années 2009-2010. Et on est très frappé de voir à quel point il y a un déséquilibre structurel chez toutes les marques entre l'acquisition et la rétention. Et on le voit à plusieurs niveaux sur lesquels je vais revenir. Mais d'abord, l'année 2020 qu'on vient de passer a été une phase d'acquisition qui a été absolument énorme pour beaucoup de marques.
sur le web, hein, plus 8,5% de hausse du e-commerce en un an. Rien que sur les produits, il y a une hausse de plus 32% de la vente de produits. C'était un peu moins sur les services, c'était plus 10% sur les services. Mais globalement, l'année 2020 est un espèce d'accélérateur. Sur cette partie-là, je vous apprends rien. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu énormément d'acquisitions. Donc ça fait plaisir à la plupart des directions marketing. Et du coup, c'est hyper important maintenant de penser à la rétention de ces clients-là. Parce que en fait, on se rend compte que ces clients-là, déjà, c'est plus facile de les faire revenir. Ils ont plus de panier moyen, comme je vais vous montrer dans les petits chiffres qu'on a par la suite. Mais avant ça, ce qui est intéressant, c'est de parler du paradoxe des organisations, c'est-à-dire que 80% des bénéfices proviennent de seulement 20 à 30% des clients en général. Ça, c'est la moyenne du marché. Donc en fait, il suffirait d'augmenter la rétention ou de travailler un peu sur l'attrition de ces clients pour augmenter très sensiblement le chiffre d'affaires. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce 80-20, il est inversé dans l'organisation, puisque en général, on a 80% du budget marketing qui est consacré à l'acquisition versus 20% pour la rétention. Oups, il y a une coquille, une petite faute d'orthographe. Et c'est ça qui est totalement paradoxal, c'est qu'en mettant un petit peu plus de budget sur la rétention, on impacterait beaucoup plus fortement le chiffre d'affaires in fine, parce que le fidéliser un client, ça ne veut pas dire forcément avoir un problème de fidélité, hein, mais fidéliser un client ou avoir une relation avec un client, travailler sa relation avec un client, c'est avoir un ROI qui est beaucoup plus important. La rétention client, ça coûte 7 fois moins cher que l'acquisition en moyenne. Nous, on voit très bien un budget wallet sur un an, ça va être entre 15 et 50 000 euros. Ça dépend vraiment de l'entreprise, de sa taille, des mécaniques qu'elle veut mettre en place. Mais un budget entre 15 et 50 000 euros, c'est ce que met allègrement une entreprise sur une campagne ponctuelle pour aller toucher juste un prospect qui peut-être va aller consommer chez vous. Ce qui en soi est compréhensible, parce que avoir un nouveau client, ça a énormément de valeur une fois qu'on le fait entrer dans sa base de données. Mais le problématique, c'est que ce client-là ne va pas être travaillé à la hauteur de ce qui devrait être travaillé par la suite. Quand on sait qu'on a 20% de chances de signer un prospect versus 70% pour un client qui est déjà dans votre base de données, le calcul, il devrait être beaucoup plus rapide et facile à faire. Sachant qu'en plus, un client qui est déjà dans votre base de données, que vous connaissez déjà, avec lequel vous avez déjà une relation qui est déjà fidélisée, il dépense en moyenne 2,5 fois plus qu'un nouveau client. Donc le ROI sur la rétention, il est sans commune mesure par rapport à l'acquisition. C'est pour ça que ce paradoxe où on met 80% du budget sur l'acquisition et 20% sur la rétention, il est extrêmement surprenant et il est en fait il est totalement irrationnel. Et le but de tout ça, c'est de dire qu'il faudrait peut-être un petit peu plus rééquilibrer cette façon d'approcher rétention versus acquisition. Et il faut le faire d'autant plus à l'aune de ce qui vient de se passer pendant l'année 2020, qui est une année où voilà, il y a un énorme coût d'acquisition, il y a eu un énorme boost sur l'acquisition qui a été fait de par la situation, et que du coup, cette richesse de nouveaux clients qu'on a, il faut absolument le travailler, il faut absolument maintenir la relation avec eux, et là-dessus, il y a énormément de travail à faire, et c'est là-dessus qu'on s'est spécialisé avec Captain Wallet, dans ce maintien du lien avec les clients. Et sur ce maintien du lien, il y a les canaux traditionnels que je vais vite détailler ici. Il y a évidemment l'application mobile pour maintenir le lien avec un client. Quand on est un e-commerçant aujourd'hui, évidemment, l'application mobile, elle a beaucoup de sens. Mais en fait, on se rend compte que qu'on soit un retailer avec des magasins physiques, une partie e-commerce, ou qu'on soit un pure player, l'application, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Quand le smartphone est arrivé dans les années 2008 et qu'il s'est vraiment développé dans les années 2010, tout le marché du mobile, il s'est structuré autour de l'application. Et un peu à raison et beaucoup à tort pour la plupart des marchands. En fait, si on regarde un peu les stats aujourd'hui sur les applications, ceux qui trustent les premières places,
dans la partie vraiment vente de produits, ça va être des marketplaces, ça va être des Amazon, des Cdiscount, des showrooms privés, des VP, etc. Donc en fait, des marques avec lesquelles on a une interaction très régulière parce que très régulièrement, on va chercher des produits différents proposés par ces marketplaces. Mais quand on est une marque en soi et qu'on a sa propre application, avoir vraiment de l'audience, du reach et du volume sur une application, c'est extrêmement compliqué. On va toucher 3-4% de sa base de données. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'application parce que ces 3-4% de clients qui sont sur votre app vont peut-être être extrêmement importants, générer beaucoup de chiffre d'affaires, être des ambassadeurs, etc. En tout cas, il ne faut surtout pas se dire qu'on va faire du volume avec. Et nous, c'est ça qu'on a vu depuis qu'on a créé notre boîte en 2013. Encore une fois, on vient du monde des applications, on a créé notre boîte exprès pour ça, justement pour répondre à ce trou en fait que laisse l'application. On est allé chercher donc un canal complémentaire qui est le wallet et que je vais détailler un peu plus par la suite et que vous allez comprendre par rapport à ces canaux traditionnels et dont l'application. Et l'application, elle est coûteuse, elle a des coûts de développement, des coûts de maintenance qui sont extrêmement importants. Elle a un churn qui est très très fort et qui est très rapide et elle marche très souvent vraiment extrêmement bien que dans la mesure où on a des récurrences d'achat extrêmement fortes et ce qui explique une trust des applications plutôt marketplace plutôt que l'application du marque. Donc, on peut pas compter uniquement sur une application pour aller chercher du volume sur le mobile, alors que on sait très bien que sur le mobile, il faut aller chercher du volume parce que c'est là où vos clients sont. Deuxième canal, évidemment, qui est utilisé, c'est le web mobile. C'est absolument incontournable à avoir quand on est aujourd'hui un e-commerçant, avoir un site mobile qui tourne bien et qui soit responsive, évidemment, c'est absolument fondamental. C'est pas toujours le cas, mais il y a énormément, le marché a beaucoup évolué là-dessus, évidemment, ces dernières années. L'inconvénient du site mobile, au-delà du fait qu'il soit absolument central, c'est qu'on est plutôt sur une stratégie, ce qu'on appelle de pull marketing, c'est-à-dire qu'il faut que le client vienne sur le site. C'est pour ça d'ailleurs que les marques font beaucoup de pubs dont on a parlé avec des prix souvent exorbitants pour plutôt des performances qui ont tendance à s'effriter et qui sont très souvent ces budgets reversés uniquement à Facebook et à Google parce que c'est eux qui trustent cette partie d'acquisition. On se retrouve avec un site sur lequel il faut générer du trafic. Aujourd'hui, on peut faire un peu de push marketing, du web push, mais ça ne concerne que les sites Android ou sur le desktop. Toute la partie iOS, parce que ça n'est pas autorisé par iOS, n'est pas concernée. Donc, ça fait quand même une population qui est extrêmement importante, à la fois finalement en volume, même si elle représente en termes de couverture de smartphones que un tiers du marché. En termes de chiffre d'affaires, d'expérience, elle va représenter la moitié. Donc, la population sur iOS est incontournable. On peut absolument pas s'en passer. Donc, le site est central, mais il n'y a pas vraiment d'engagement en push et qui se fait en dehors du site. Donc, il y a un inconvénient qui est assez fort. Donc, du coup, pour aller en push, il y a deux canaux principaux. Ça va être l'email responsive. L'email est absolument essentiel aujourd'hui. Toutes les marques en envoient beaucoup et même beaucoup trop. Avec le confinement, post-confinement, on a observé donc une augmentation de 6 fois plus d'emails promotionnels envoyés par rapport à avant. Il y avait déjà quand même un rythme qui était extrêmement élevé, donc une saturation de ce canal qui est extrêmement important. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire de l'email. Ça veut dire qu'il faut en envoyer énormément pour avoir un impact. Et donc, heureusement que c'est pas trop cher, mais ça reste quand même l'email, ça reste une expertise en soi qui évolue énormément. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'email, et donc ça reste quand même un centre de coût qui est important pour des performances qui ont tendance quand même plutôt à s'effriter. Le dernier canal dont je vais parler, c'est évidemment le SMS qui est mobile par excellence. Et qui a un impact important, hein, des taux d'ouverture qu'on connaît qui sont très forts, mais qui ne préfigurent pas pour autant un ROI, c'est-à-dire la capacité vraiment à générer du business qui soit tout le temps avéré. Ça l'est sur beaucoup d'opérations. Encore une fois, hein, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut pas faire de SMS. Le SMS est extrêmement utile pour des opérations tactiques. Il a un vrai effet d'augmentation de la fréquence ou de génération de trafic, mais on peut pas baser une relation sur le SMS. Il a un côté intrusif,
il a un côté 160 caractères, donc une expérience client qui est assez pauvre, sur laquelle on peut pas baser une relation. Et puis accessoirement, un SMS, c'est assez cher. Sur le marché aujourd'hui, un SMS simple, ça va être entre 3,5 et 4 centimes. Ça va être un tout petit peu moins si vous avez fait vraiment beaucoup de volume, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez cher pour parler une seule fois à une personne avec 160 caractères. Donc voilà un peu les canaux traditionnels. Évidemment, il y en a d'autres qui existent. Il y a WhatsApp, il y a Messenger, etc., mais qui sont des pratiques plutôt naissantes et qui ont aussi des inconvénients qui sont non négligeables aujourd'hui, sur lesquels on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour se dire, bon, ok, est-ce que ça vaut le coup de faire un invest là-dessus? La techno sur laquelle nous on travaille depuis maintenant 7-8 ans et qui est le wallet, c'est une techno sur laquelle on commence à avoir pas mal de recul. Et sur tous les secteurs et sur tous les types de clients, qu'ils soient donc à la fois purement brick and mortar ou qu'ils soient vraiment des e-retailers, qui soient purement sur le web uniquement. Et je vais vous montrer avec les petits exemples que je vous détaille dans les slides qui arrivent. D'abord, je voudrais quand même m'assurer que tout le monde comprenne bien comment fonctionne le wallet. Donc, je vais faire une repasse un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas sur qu'est-ce que c'est que le wallet et comment ça fonctionne. C'est plus qu'un portefeuille, c'est un canal relationnel et vous allez comprendre pourquoi petit à petit. Déjà, les wallets, c'est ce qu'on appelle les wallets natifs. Donc, c'est ceux qui sont édités, développés et publiés par iOS d'un côté, donc sur tous les iPhones, et par Android de l'autre, c'est-à-dire sur tous les autres téléphones. Ces applications donc s'appellent Apple Wallet pour iOS et Google Pay pour tous les téléphones Android. Et elles ont deux features principales. La première qui est dématérialiser son moyen de paiement. Donc, c'est le fameux Apple Pay pour iOS qui me permet de payer en sans contact où je veux dès qu'il y a du sans contact qui est proposé. Et cette partie paiement, elle est importante parce qu'elle génère de plus en plus de trafic. Mastercard, par exemple, a noté qu'en octobre 2019, il y avait 3% des paiements qui se faisaient sur mobile. En octobre 2020, c'est 10%. De ces transactions, donc c'est énormément de trafic. Chez Apple, j'ai plus exactement le chiffre en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs milliards de transactions par an. Ils triplent ce chiffre tous les ans. Ils sont déjà au niveau de PayPal alors qu'ils ont été lancés uniquement en 2015. Donc il y a sur le paiement via le mobile un vrai engouement, pas que pour Apple et pour Google, mais ils sont clairement en tête. En tout cas sur la partie occidentale. En Asie, c'est très différent avec WeChat, Alipay, c'est vraiment un autre écosystème. Mais on va dire sur la partie occidentale, donc Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, on a vraiment, et Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, on a vraiment des usages sur Apple Pay et Google Pay qui sont en train d'exploser. Nous, on n'opère pas cette partie paiement qui se passe entre les banques, entre les TPE, Visa, Mastercard, etc. Nous, on s'occupe de la partie contenu de cette application. Il y a une deuxième partie en cette application, on peut dématérialiser du contenu. Donc, beaucoup ont en tête le fait qu'on peut simplement dématérialiser un ticket d'avion, un billet de train, des cartes de fidélité. Évidemment, donc ça, c'est nous qui avons vraiment porté ça sur le marché européen. Mais ça peut être n'importe quel type de contenu. C'est pas parce qu'on n'a pas un programme de fidélité qu'on peut pas profiter du wallet en tant que canal. On peut sauvegarder n'importe quel type de contenu. Donc, ça peut être une offre, ça peut être un voucher, ça peut être un pass qui mentionne une e-réservation, un bon de commande, voilà, le mot m'échappait. Ça peut être une invitation à un show, ça peut être une invitation à une avant-première, ça peut être n'importe quoi. Il faut vraiment envisager le wallet comme étant un espace dans lequel n'importe quelle marque peut faire sauvegarder n'importe quel type de contenu avec un format spécifique qui est le format du wallet. De la même manière que vos publicités sur Facebook ont le format de pub Facebook. Là, votre contenu, il a le format du wallet. Et ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui va sauvegarder un de vos contenus dans un wallet, donc ça s'appelle un pass, donc il va sauvegarder votre contenu au format d'un pass. Chaque pass est unique, il est personnalisé, donc il est vraiment, c'est le pass de votre client qui est ciblé. Donc ça veut dire qu'on peut cibler ce pass-là. Ça veut dire qu'on peut mettre à jour le contenu qui est sur un pass. Donc le contenu est dynamique, on peut le changer de façon personnalisée ou segmentée ou sur tout votre parc. Et puis on peut envoyer des notifications. C'est pour ça qu'on dit que c'est un canal relationnel, c'est parce qu'on peut changer le contenu et alerter votre client que quelque chose se passe pour votre marque sur ce pass. Je vous montre très rapidement avec une petite vidéo. Une fois que vous avez compris comment se déroulent les trois étapes en fait sur un wallet, vous avez
tout compris. C'est toujours la même chose. Il suffit simplement après de l'adapter en fait à votre contexte de marque, c'est-à-dire à votre environnement, à votre contexte marketing. Qu'est-ce que vous voulez pousser à vos clients? Quelles sont les informations que vous avez l'habitude de pousser? Donc, il y a toujours 3 étapes sur le wallet. La première, ça va être l'ajout. La seconde, c'est de pouvoir notifier. Et la troisième, c'est de pouvoir recibler. L'ajout, il peut se faire depuis n'importe quel point de contact en 2 clics. Donc, ça va être depuis du NFC, ça va être depuis un SMS, ça va être depuis une pub, ça va être depuis une application ou depuis évidemment un email ou un site web. Et quand je le fais, l'exemple qui est chez la vidéo, c'est depuis un email. Et là, je pousse une offre. Et cette offre, au lieu juste de la garder sur l'email, je propose tout simplement à un client de pouvoir la sauvegarder, la garder dans son téléphone. On ne parle même pas forcément de wallet. On va jouer sur l'appétence à faire sauvegarder quelque chose à un client. Et c'est cette appétence au service qui marche extrêmement bien. On voit qu'on a des taux d'ajout qui sont extrêmement importants sur des offres, des cartes de filles, des nouvelles collections. On va donc pouvoir sauvegarder dans le wallet. Donc, j'ai plus qu'à ajouter en 2 clics. Je retrouve ma carte dans mon wallet. Et une fois que ma carte est dans le wallet, je peux relancer mon client et le notifier exactement comme si j'avais une application et retrouver donc sur mon téléphone via ce pass la possibilité de shooter une notification. Et cette notification, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rappeler le message qu'on a envie de pousser à son client, en l'occurrence le rappel sur la promotion, et elle va mettre à jour le contenu du pass. La troisième étape, c'est qu'on peut recommencer à l'infini. C'est-à-dire que si vous pouvez le faire une fois avec une notification pour rappeler sur une offre, une fois que le pass a été sauvegardé sur un wallet, c'est très simple en fait. Je peux mettre à jour ce contenu à volonté et donc je peux recommencer à l'infini. C'est-à-dire que le pass qui avait l'offre d'avant, je vais le changer avec une nouvelle exclusivité et donc le contenu de ce pass va changer avec une nouvelle collection printemps-été par exemple. Le contenu du pass a changé, la notification a changé. Et si je peux le faire pour une offre comme on l'a vu avant, ou si je peux le faire pour une nouvelle collection, après, je peux le faire pour n'importe quel type de contenu. Ça peut être l'invitation à un live show. On l'avait fait par exemple pour les TAM live show. On avait utilisé le pass wallet pour sauvegarder son invitation. Ou ça peut être pour un bon de e-réservation pour aller récupérer sa commande au lieu de l'avoir offert en fonction du mail. Ou ça peut être pour une carte de fidélité. Mais on peut imaginer plein d'autres choses. Typiquement, dernièrement, ce qu'on a fait avec pas mal de marques, c'est de travailler sur la partie dématérialisation d'une carte de tiers payant. C'est cette carte plastique de tiers payant que vous n'avez jamais quand vous allez à la pharmacie, qui est jamais à jour sur vos droits. Là, vous pouvez l'avoir directement dans votre wallet. Donc, on a commencé avec April, Malakoff Humanis, Allianz, AXA. Et c'est la même chose pour ces boîtes-là. Elles ont le même problème que peut avoir un Etam, un Alltrix ou un Cdiscount, c'est d'avoir une empreinte dans le téléphone, un accès au téléphone qui soit beaucoup plus simple que les canaux habituels et sur lequel on va pouvoir mettre à jour du contenu qui concerne son client et de temps en temps le relancer avec du push pour l'inciter à avoir une interaction avec la marque. Ce qui est hyper important, alors j'ai fait une petite pause à ce stade-là, je vais essayer de voir s'il y a des questions auxquelles je peux répondre à ce stade. Et donc je vais prendre les questions qui ont été sur lesquelles il y a eu un vote et qui sont remontées. Il y a 2 questions que je vais. La première question que je vais prendre, c'est celle de Karine. Est-ce qu'on peut mesurer le nombre de personnes qui n'autorisent pas les notifications? Donc oui, en fait, quand quelqu'un ajoute un pass à un wallet, on voit si son pass est actif, c'est-à-dire si je suis incapable de mettre à jour le contenu de ce pass. Et donc du coup, nous en temps réel sur la plateforme, on peut voir qui est actif sur le wallet d'Apple et qui est actif sur le wallet de Google. Après, la notification, elle a une vocation à rappeler au client la présence de la marque sur une offre ou une occasion de communication de la marque. Donc, c'est vraiment entretenir le lien. Ça peut être aussi du service. Pendant le Covid, on a vu qu'il y avait énormément d'utilisation autour du service. Et donc, du coup, on a développé aussi
beaucoup d'usages autour des notifications qui sont sur l'ouverture du magasin, le fait de ne pas oublier de devenir masqué ou ganté, si c'était pas en confinement, d'envoyer des messages un peu plus corporate sur le fait qu'une marque participe à une fondation, comme ça s'est fait beaucoup pour beaucoup de marques pendant le confinement pour les soignants, etc., etc. C'est pas uniquement un outil qui est fait pour envoyer de la promotion. Et c'est pas non plus un outil qu'on va utiliser comme le mail, c'est un outil qu'on va utiliser de façon beaucoup plus sporadique que l'email, mais il est tellement plus efficace que en fait on ponctue la notification et on évite comme ça de spammer les clients. On a 90% de taux de rétention sur tous nos passes, quelles que soient les mécaniques. Et donc ça veut dire que c'est un canal qui a énormément en lui-même beaucoup de rétention, qui conserve énormément d'audience. Et ça, c'est extrêmement important et c'est surtout très rare par rapport aux autres canaux qui peuvent exister. Je reviens sur la présentation. Ce qui est important de comprendre, je terminerai par ces slides-là, c'est de comprendre que vraiment, on peut utiliser le wallet sur plein de leviers différents et qu'il faut vraiment l'envisager comme un canal qui va vous permettre d'avoir une audience nouvelle sur le mobile et avec laquelle vous allez pouvoir communiquer de façon ultra simple et surtout hyper efficace. Le premier levier sur lequel on peut l'utiliser, oui, c'est de l'acquisition, mais en fait, on fait de l'acquisition et de la rétention en même temps. Très caractéristique des produits publicitaires aujourd'hui sur l'acquisition, c'est qu'ils ne se soucient pas de savoir ce que devient le prospect derrière. C'est très compliqué de savoir comment retenir ce prospect. Donc, on va investir des campagnes qui sont assez chères en général pour aller simplement poker un client, un prospect qui va peut-être éventuellement acheter. Il y a des solutions pour voir s'il va effectivement acheter derrière sur cette offre en particulier, mais il y a très peu de solutions qui permettent de voir est-ce que ce client par la suite il va rester et comment je vais le travailler. Et en fait, la façon dont ça se passe aujourd'hui, c'est que je vais faire une pub sur Facebook, sur Google, sur Insta, et ce que je vais servir à mon client une fois qu'il a cliqué sur la pub, c'est une landing page. Mais fondamentalement, c'est assez contre-intuitif parce que moi, je navigue sur mon réseau social, je vais assez vite, et je vois une pub, bon, je clique dessus, mais arriver sur une landing page, en fait, fondamentalement, je vais jamais m'en souvenir. D'ailleurs, les taux de post-clic, c'est-à-dire post-clic, le clic après la pub, sont en général très mauvais. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un nouveau format publicitaire pour l'acquisition qui permet d'être beaucoup plus héroïste. Pourquoi? Parce que au lieu de servir une landing page derrière une pub, on va servir un pass, c'est-à-dire votre publicité, mais simplement qu'elle est au format wallet. Et au format wallet, vous pouvez donc l'ajouter dans le wallet, comme vous l'avez vu sur l'exemple tout à l'heure, sur la petite vidéo. Et une fois qu'elle est ajoutée dans le wallet, vous pouvez relancer cette personne avec des notifications. La relancer pour qu'elle puisse, pour l'inciter à utiliser l'offre qu'elle a sauvegardée. Si elle a sauvegardé, c'est qu'elle est intéressée. Et donc, on peut aller chercher de l'interaction avec cette personne-là. Mais deux, une fois que cette offre est passée, utiliser le pass qui est dans le wallet pour relancer cette personne-là sur une nouvelle offre ou un nouveau service, ou bref, ce que vous avez envie de shooter. Le contenu, c'est le vôtre. Donc, vous shootez vraiment absolument ce que vous voulez. Mais en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé une présence dans le mobile, une présence qui est pérenne. Pas juste un one-shot que vous avez acheté déjà cher et que vous ne pourrez jamais réutiliser. Là, vous achetez quelque chose qui vous pourrez réutiliser par la suite et donc une optimisation de vos budgets médias qui est extrêmement importante. Typiquement, c'est quelque chose qu'on fait avec Cdiscount, où là, on peut le voir sur l'écran. Cdiscount va mettre sa publicité sur Facebook, elle va faire son ciblage comme d'habitude. C'est pas nous qui le faisons, elle a déjà ses outils pour le faire, donc elle va cibler les personnes qu'elle veut avec son moins 50% sur ses ventes privées, mais pour en profiter, il va falloir télécharger le coupon dans le wallet. Et donc, on sert directement un pass dans le wallet. Il n'y a plus qu'un clic à faire pour ajouter le pass dans le wallet. Et une fois que le pass est dans le wallet, on peut enclencher le cycle de notification et pour relancer la personne afin qu'elle puisse utiliser, qu'on s'offre plus de chances qu'elle utilise l'offre. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête derrière, et vous l'avez compris, c'est que une fois que cette offre est passée, je peux changer totalement le look and feel de ce pass, totalement changer son contenu. Si je veux que ce même pass devienne noir avec une nouvelle image et une nouvelle offre et du nouveau contenu, du nouveau texte, je peux totalement faire et renvoyer directement une notification sur le portable de mon client sans avoir à ce qu'il ait à retélécharger un pass dans son wallet. Donc, on se retrouve vraiment sur un outil qui fait certes de l'acquisition, qui est toujours très important, mais qui en même temps travaille la rétention en optimisant de façon considérable à la fois l'utilisation de l'offre, donc qui augmente l'efficacité de l'offre et qui derrière en plus
optimise le budget média parce que je vais pas m'amuser à les réinvestir sur ces personnes en médias si je les ai déjà sur le wallet. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ça coche vraiment toutes les cases. C'est quelque chose qu'on est en train de développer de plus en plus avec de plus en plus d'acteurs, qui soient pure player ou retailer de façon plus large. Donc, un levier d'abord d'acquisition et de rétention. Ensuite, c'est un levier de vente additionnelle et de relance, bien évidemment. Une fois que le pass est installé, on peut notifier à volonté, comme on l'a vu. On peut relancer son client en fonction de ses temps forts, de ses marronniers. Ce qui est important de comprendre, c'est que, je le redis, chaque pass est personnalisé. Ça veut dire qu'on peut cibler tout ou partie de sa base de données sur le wallet. Encore une fois, je redis ce chiffre-là qui est important. En un an, on va aller chercher 20% de votre base de données. Ça veut dire que 20% des personnes qui sont déjà dans votre base de données, on va leur proposer, on va proposer à 100%, mais il y en a 20% qui vont aller migrer sur ce nouveau canal. Et ces 20%-là, ils vont augmenter leur taux de récurrence et leur panier moyen. Donc, il y a tout intérêt à aller chercher cette population. Verbaudet, c'était une marque qui nous a beaucoup challengé, qui est une marque qui a des points de vente, mais qui a une activité qui fait la majeure, je crois, 50% de son chiffre d'affaires en e-commerce. J'ai peur de dire une bêtise en disant ça, mais elle en fait une partie très, très importante, elle est très active là-dessus. Et elle a beaucoup comparé le SMS par rapport au wallet. Et ce qu'il en ressort, c'est que si on fait juste une notif SMS, si on fait juste un SMS et qu'on compare à une notif wallet, c'est à peu près équivalent. Mais c'est pas ça la force du wallet. La force du wallet, c'est que vous allez payer uniquement pour un SMS, donc vous aurez un seul temps de parole. La force du wallet, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs notifications. En revanche, à partir du moment où on commence à enchaîner une deuxième, une troisième notification, là, les taux d'utilisation sont beaucoup plus importants. Et c'est là où le wallet est extrêmement important. C'est-à-dire que pour un prix qui est 40% moins cher que le SMS, on a un taux d'efficacité qui peut être, chez certaines marques, ça peut être plus 30%, plus 40%, puis il y a des marques chez qui ça peut doubler, voire tripler même l'efficacité du SMS. Ça dépend en fait très souvent du temps que dure l'offre. Plus elle est longue, plus on a l'occasion de relancer via de la notif, ce qu'on ne ferait pas par SMS, et donc d'augmenter le taux d'utilisation de ces offres-là. Donc, avec Verbaudet, il y a énormément d'opérations qui sont menées exclusivement sur les commerces et en trafic, en génération de trafic sur le site. Pareil avec Interflora, qui est d'abord un site qui rassemble beaucoup d'indépendants. On a pas mal travaillé avec eux, avec des stats qui sont hyper intéressantes. Plus de 40% des offres qui ont été utilisées à plus de 30 jours, un taux d'intention d'écart qui est à plus de 90%. Donc, c'est la répétition du message que permet le wallet, qui est extrêmement intéressant. Je redis un chiffre pour qui ça peut faire, pour ceux qui se disent, ok, tu répètes le message, mais du coup, tu spams ton client. Encore une fois, on a 90% de taux de rétention sur un pass dans un wallet. Et c'est pas parce qu'ils savent pas où est le wallet ou autre. Quand on reçoit une notification d'un wallet, on clique dessus, ça redirige directement sur la carte, c'est très simple à supprimer. Il y a des marques avec lesquelles on travaille depuis 5-6 ans, je pense à des marques comme Picard. On a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont simplement l'offre. On fait pas encore la carte de feed avec Picard, ça va bientôt venir. Mais ça fait des années qu'on fait des offres avec eux. Et en fait, ils téléchargent une offre une fois. Ils peuvent l'utiliser sur le web ou en point de vente. Et on a 92% de taux de rétention sur plusieurs centaines de milliers de personnes à qui on relaie des offres toutes les 3 semaines. Et chez toutes nos marques, c'est la même mécanique. Un pure player comme Millésima va utiliser le wallet pour vraiment booster son trafic sur le site web en offrant des choses qu'elles vont faire passer évidemment par email, mais qu'elles vont aussi faire passer sur le wallet avec une capacité à répéter, une visibilité qui est beaucoup plus forte et donc une efficacité qui est beaucoup plus intéressante que ces autres canaux. Ce que vous voyez là sur les 3 écrans, c'est le premier, c'est un email dédié que pousse Millésima en disant sauvegarde une carte Millésima. Ils n'ont pas de programme de fidélité à proprement parler. C'est simplement une carte Millésima qui va relayer certaines offres. Elle va pas relayer toutes les offres qu'ils feront par email, c'est pas le but, mais elle va relayer les offres qui sont importantes ou les moments importants de la marque et donc maximiser comme ça leur retour là-dessus. Donc c'est vraiment la force du wallet, c'est que c'est un levier de réengagement qui est vraiment hyper fort. C'est évidemment un levier de fidélisation dans le sens où les programmes de fidélité s'appuient de façon assez intuitive sur le wallet. C'est quelque chose qui est hyper important à avoir en tête.
c'est que la fidélisation, c'est un peu un mot générique et qu'il faut voir comme tel, comme générique. Il ne faut pas juste le voir, la fidélisation, comme un programme de fidélité, c'est-à-dire une cagnotte avec des points, etc. La fidélisation, on n'est pas obligé d'avoir un programme comme ça pour fidéliser ses clients. Il y a beaucoup de marques avec lesquelles on travaille qui n'ont pas de programme de fidélité et qui ont même très peu d'offres. Mais simplement, elles ont un relationnel qui est fort avec leurs clients parce qu'elles ont de l'actu régulièrement. Et c'est comme ça qu'elles utilisent le wallet. Je pense à des marques comme Sandro, comme Jennifer, qui génèrent du trafic sur leur site web, en point de vente aussi, via du wallet, mais pas forcément en poussant de l'offre et certainement pas avec un programme de fidélité un peu à l'ancienne. Si vous avez un programme de fidélité à l'ancienne, mais qui marche très bien, hein, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. On en a nous-mêmes fait beaucoup et on en accompagne beaucoup et ça marche très bien. Évidemment, sauvegarder sa carte dans son mobile plutôt que de garder sous format plastique ou dans le fin fond d'un email que je retrouve jamais. Pour le client, ça lui parle. Et puis pour vous, de la même façon, vous ouvrez donc un canal sur mobile qui va être donc beaucoup plus efficace, comme j'ai pu le montrer par les différentes statistiques. Je prends l'exemple de Jacadi. Jacadi, ils ont un programme de fidélité sur lequel il y a évidemment qu'ils ont donc walletisé. On a une vingtaine, trentaine de % de la base de données de Jacadi qui est sur le wallet. Et très souvent, on fait des opérations, ce qu'on appelle des happy hours avec eux, et qui sont des opérations qui sont destinées à générer du trafic uniquement sur le web. Et ce qu'on s'amuse à faire, c'est on envoie un teasing via notification avec une carte qui annonce le teasing. Le pass annonce le teasing en disant bientôt une offre, quelque chose qui t'est réservé va être disponible sur le site. Et puis on envoie une ou deux notifs, par exemple dans le week-end, qui est le reveal, comme on dit, qui révèle donc l'offre et une relance dessus le dimanche. Et ça nous est arrivé de faire 50% via le wallet uniquement du chiffre d'affaires sur un week-end du site Jacadi. Donc voilà, quand on commence à avoir un volume et qu'on l'anime avec ce genre d'opération, ça devient un outil de trafic qui est extrêmement important avec, comme vous pouvez le voir, 9% de clients, de CA clients, plus 9% de CA clients sur les walletisés, plus 12% de fréquence. Donc on est vraiment sur des taux qui sont importants quand on prend chaque client et qui ont un impact sur le chiffre d'affaires qui est extrêmement fort. Je termine par le dernier aspect dont je parlais tout à l'heure, qui est que le wallet, c'est pas simplement un outil de promotion et de marketing promotionnel, c'est vraiment un outil relationnel et on l'a vu beaucoup dans le Covid, comme je disais, mais c'est aussi hors Covid, un outil qui peut s'utiliser pour dématérialiser des choses de la vie de tous les jours et qui sont de plus en plus communes et qui, en plus, où il y a une dimension du sans contact qui a été beaucoup renforcée ces derniers temps. Donc typiquement le bon de Iresa, le truc de click and collect qu'on a dans son email et qu'on ne retrouve jamais au moment où je vais récupérer mon colis. Ça c'est des choses qu'on fait de plus en plus. Et en fait, vous faites une pierre deux coups. C'est un outil malin, hein, le wallet. C'est que en faisant sauvegarder ça dans le wallet de vos clients, faut savoir que vous augmentez considérablement leur expérience client parce que vous pouvez faire une notif de géologue au moment où il s'approche du retrait de son colis. Vous pouvez le prévenir par notification et non pas par SMS. Donc, ça coûte accessoirement moins cher et de le faire, de lui dire où en est son colis, quand est-ce que ça arrive, etc. Enfin, vous pouvez vraiment rendre l'expérience client autour du retrait et de la récupération du produit beaucoup plus simple et beaucoup plus premium. Et vous pouvez, de la même manière, une fois que vous avez fait ça, une fois que ce moment-là de votre relation client est passé, voilà, il aura toujours un pass de votre marque dans le wallet. Et donc, vous pouvez par la suite envoyer des notifications et du nouveau contenu qui vont mettre à jour le pass avec, je sais pas, une nouvelle offre ou pour le prévenir qu'il y a une nouvelle collection sur tel ou tel produit, un nouveau service. Enfin, vraiment, encore une fois, le contenu, c'est pas nous qui décidons, c'est vous. Nous, on vous aide à mettre ce contenu à ce format wallet et à faire en sorte qu'il soit le plus efficacement possible relayé à vos clients. Un exemple là-dessus, c'est ce que fait Intersport. Rent
La partie rent, c'est Intersport, ils sont très forts sur la partie ski. C'est une partie de leur business qui est importante. Et donc, tout ça, ça se fait beaucoup via le web au début. Et cette e-réservation, bah, très souvent, voilà, elle se retrouve dans un email plusieurs mois à l'avance, compliqué à retrouver, etc. Et donc là, bah, tout simplement, sur la landing page de fin de commande et dans l'email de confirmation, il y a un gros bouton qui est marqué « Ajoute ta carte, ta réservation à ton mobile ». Et en fait, 2 jours avant qu'il arrive, il a un petit rappel. Au moment où il arrive devant son point de retrait de son matériel, il a une notif de géolocalisation, donc il n'a plus qu'à swiper, il présente directement son pass. Pendant le séjour, le pass peut être animé pour l'inciter à revenir chez Intersport pour faire de l'upsell ou du cross-sell. Et puis, une fois que le séjour est terminé, on attend 3 semaines, 1 mois, et puis on va relancer sur d'autres produits Intersport derrière. Donc voilà, c'est toujours cette mécanique qui est comment je peux me faire une présence dans le mobile, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui. Et ce qui le rend encore plus essentiel aujourd'hui, c'est cette phase d'acquisition chez les e-commerçants qui a été extrêmement forte et cette nécessité absolue aujourd'hui de travailler sur la rétention de ses clients parce que c'est eux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires et c'est en travaillant sur eux, en tout cas en rééquilibrant un peu les budgets sur ce genre de projet qu'on peut avoir un vrai impact pour la marque. Voilà, j'ai essayé de résumer un peu tout ce qu'on fait. Bon, il y a ces dernières slides. Voilà, vous l'avez compris, on a une plateforme, on a un routeur en fait, une plateforme de gestion de campagne sur Wallet qui permet donc de créer les campagnes sur Wallet, de les relayer, d'envoyer des notifs, de segmenter, etc. On est vraiment comme un outil de gestion de campagne. D'ailleurs, on se plug à plein d'autres outils de gestion de campagne pour centraliser le tout, pour que vous puissiez avoir vos emails, vos SMS et le Wallet au même endroit. Donc, par exemple, on a des connecteurs avec Salesforce, avec Adobe, avec Selligent, avec Actito, avec voilà, beaucoup d'acteurs et qui permettent donc d'avoir la donnée et l'utilisation de l'outil de façon centralisée. Et ça, c'est des choses dont on pourra parler en détail pour ceux que ça intéresse. Je vais prendre les questions, je vais les trier par popularité. J'en ai une de Shadi qui demande aujourd'hui, nous sommes encore plus spammés par les notifications que par nos emails et disparaissent directement lorsque je unlock mon écran. En quoi aujourd'hui le canal de push est plus pertinent que le canal email ou le canal SMS? Alors nous, le retour qu'on a sur le marché, c'est que la notification, on voit très clairement. Là, c'est vraiment plus sur la partie promotionnelle où on mesure derrière la performance sur le site web ou en magasin. Donc, quand on peut suivre l'offre, on voit très bien que quand on envoie une notification, on peut avoir, on a un pic d'utilisation dans les 2 heures juste après la notification. Nous, on n'observe pas. C'est le taux de rétention dont je parle tout à l'heure. Quand on a 90% de taux de rétention, c'est-à-dire qu'on a 90% des gens qui ont ajouté une carte dans leur wallet qui acceptent d'être notifiés et d'avoir une mise à jour du contenu. Donc nous, on n'observe pas un churn du tout sur les taux sur les notifications. On observe au contraire le fait que c'est un canal qui est plutôt plébiscité qualitativement par nos clients. L'équilibre à trouver avec le wallet, c'est surtout pas d'envoyer de la notification comme on le ferait au même rythme qu'un email ou même qu'un SMS, peut-être pas qu'un SMS, mais qu'un email. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on discute avec beaucoup de marques qui ont des applications et qui souffrent de ce que vous dites là, Shadi, sur la partie notification et qui ont carrément pas activé leur serveur de notification. Je crois qu'il y a 50% des applications sur le marché qui n'ont pas activé leur module de notification, ce qui est complètement dingue parce que quand même un des trucs sympas de l'appli, c'est quand même la notif. Mais en fait, la notif a tendance à faire tellement churner les clients sur l'application qu'ils ont un peu de mal à le débloquer pour certaines marques. C'est compliqué de les convaincre. Et c'est là le wallet, il est intéressant, comme il demande un investissement qui est extrêmement léger, mais qui peut faire quand même accéder à la notification, donc via les passes. Ben, en fait, on peut tester des choses, mais deuxièmement, surtout, nous, ce qu'on observe, c'est qu'une notification, je reprends l'exemple, je sais pas, Verbaudet, quand il fait une offre sur 10 jours, il va notifier 3 fois max, vraiment grand max,
Un Picard, quand il va aller chercher du trafic, il va notifier sur une offre qui va durer 1 mois, il va notifier 1 fois par semaine. Donc, ça reste quand même un pass, donc une offre ou une carte ou quelque chose d'une marque que j'aime bien, que j'ai ajouté à mon mobile, donc que j'apprécie, et avec un taux de notification qui est assez léger. Ça va être 2 à 3 campagnes maximum par mois. Donc, on reste quand même sur une utilisation qui est, on va vraiment mettre en avant la tête de gondole, quoi, le truc qui est super important pour moi en tant que marque. Et pas effectivement spammer avec n'importe quelle offre que j'aurai dans mon catalogue. Louis-Maxime qui me pose ces questions-là, c'est un peu la même question sur l'effet de spammer les clients avec les notifications. Le vrai retour qu'on a et qui est concret, c'est ce 90% de taux de rétention. 90% des gens qui nous disent qu'ils ne suppriment pas leur carte, leur passe dans les wallets, et que donc ils sont sur une dynamique de OK, je veux bien recevoir la communication de la marque via ce biais. Je parle pas de 3 Pékins par marque. Hein. Quand je parle de 20% de la base de données, on travaille avec des Carrefour, on travaille avec des Decathlon, avec des Intersport, avec beaucoup de marques grands comptes qui ont des bases de données qui sont énormes. Et donc à chaque fois, par contre, on compte plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, on n'est pas sur des échantillons statistiques qui veulent rien dire. On est sur des échantillons statistiques qui sont très, très larges, itérés, et surtout itérés depuis plusieurs années. Donc, la réponse à la question sur spam de notification, elle est assez nette concernant cet outil. C'est que justement, il rentre pas dans cette catégorie-là. J'ai une question de Guillaume qui est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle est assez symptomatique d'une des difficultés qu'on a à faire passer sur notre message sur le wallet, c'est le mode de rémunération habituel sur le wallet. En fait, quand on parle à des personnes sur l'acquisition qu'on peut faire avec le wallet, vous savez, qui est le premier levier acquisition rétention, qui est un peu ce nouveau format publicitaire où on peut acquérir quelqu'un que je connais pas et on va le faire ajouter un pass dans un wallet et du coup je vais pouvoir le garder par la suite. Très souvent, les modèles d'acquisition, ils sont indexés sur du coût par lead, du coût par clic. Enfin, ça dépend un peu du produit. Et il n'y a pas de suivi par la suite. C'est-à-dire que une fois que quelqu'un a validé sa présence, donc un clic ou a été horodaté comme étant un lead ou même une transaction pour certains modèles, ça s'arrête là. Avec le wallet, c'est différent. Il va y avoir un coût d'ajout. C'est-à-dire le valider le fait que quelqu'un a effectivement ajouté son wallet, enfin un pass dans son wallet. Donc, je prends l'exemple de Cdiscount. Cdiscount a payé un coût à l'ajout parce que ça y est, il retrouve quelqu'un dans un wallet. Il retrouve une personne qui sont en capacité de joindre, avec lesquels ils peuvent communiquer via la notification, via le changement de contenu. Donc ça va être un coût à l'ajout. Et après, il va y avoir un coût de réengagement, c'est-à-dire le jour où je vais décider de shooter une nouvelle offre sur ce pass, qui est le pass de Cdiscount, hein, qui existe dans le wallet de plusieurs milliers de personnes. Et le jour où je vais décider de réengager donc avec une nouvelle offre, je vais avoir un coût de réengagement derrière. Pour l'instant, c'est plutôt ça le modèle. Et parfois, on a un peu de mal à faire comprendre ce coût de réengagement parce que, en général, bon voilà, c'est un CPL, point barre, et puis c'est terminé. Après, ce que je vais faire, moi, en tant que média derrière, c'est que je vais réengager un CPL, peut-être sur la même personne par la suite. Là, je retrouve vraiment une personne sur un nouveau canal que j'ai pas besoin de réengager via du média. Je vais réengager directement via le wallet. Et ça, c'est toujours un peu compliqué à faire comprendre sur la partie acquisition que voilà, maintenant, on a vraiment quelque chose qui est posé dans le téléphone et qu'on peut relancer à volonté. J'ai une question de Sarah sur est-ce que tous les scénarios sont possibles sur une seule carte ou en faut-il une pour chaque usage différent? Il y a les deux écoles. Franchement, on peut faire les deux. On peut avoir une carte qui va relayer plein d'infos différentes, plein de choses différentes. Donc, une carte de fil qui va relayer de l'offre et puis une invitation. Et puis, il y a certaines marques qui disent non, moi, je veux vraiment une carte qui ont empreinte fil, je veux vraiment une carte de fil qui va faire vraiment cagnotte, chèque et tout à côté. Et puis après, une autre carte qui va relier les offres. Nous, ce qu'on conseille souvent, c'est d'avoir une seule carte. Il faut pas tout vouloir relayer sur cette carte, hein, sur le wallet. On est aussi rémunéré à la campagne chez Captain Wallet. Hein, il peut y avoir
Et sur cette rémunération à la campagne, on aurait plutôt tendance à dire, allez-y, faites beaucoup de campagnes. Et ça serait vachement contre-productif. Je pense que pour faire le lien avec cette question sur le spam notification, ça aurait un impact assez clair et assez net sur le fait de spammer les gens, et donc on ferait du mal à notre taux de rétention. Et là, on arrive à un équilibre où en fait, on sait garder bien le taux de rétention et générer beaucoup de chiffre d'affaires pour les marques. Donc du coup, on aurait tendance à dire sur une seule carte, vous faites télécharger qu'une seule carte. Hein, c'est un challenge de faire télécharger un pass à un client. Donc moins on lui fait télécharger, mieux c'est. Donc un seul pass qui va relier plusieurs infos de façon régulière. En général, c'est ce qui est recommandé. Je prends une question de Charlie. Est-ce que changer le contenu et la promo d'une carte après coup ne risque-t-il pas d'être décisif pour le client? Alors nous, en fait, ce qu'on observe, c'est sur le réengagement. Ce qui est intéressant, c'est que ça dépend un peu des parcours. Si je fais charger une carte de fidélité ou une carte d'offre, on va dire, c'est-à-dire c'est pas une carte de feed, mais c'est une carte qui va relayer les offres, comme on ferait par de l'email ou du SMS, je vais shooter mes offres successivement. Là, c'est une carte qui va relier toutes les offres. On a un taux de réengagement qui est extrêmement fort. Et en fait, il est traduit aussi par un taux de rétention finalement, puisque les gens conservent les cartes dans le wallet, continuent à accepter les notifications. Et on se rend compte que sur les parcs de walletisés qu'on a, les taux d'utilisation des offres, quand elles s'enchaînent, ne faiblissent pas. C'est toujours les mêmes. Ça dépend beaucoup de l'offre. Évidemment, quand elle est plus ou moins généreuse, forcément, ça, c'est pas dû au wallet, c'est dû à la générosité, au métier. Le taux va augmenter. Mais en moyenne, le taux d'utilisation des offres, ce taux de réachat, donc d'augmentation de la fréquence de 20% ou d'augmentation du panier, il reste toujours autour de ces moins 20, de ces plus 20, plus 15%. Ou chez Jacadi, par exemple, il va rester sur l'augmentation du panier autour de ces plus 9%. Donc, il n'y a pas d'effet déceptif. Il y a plutôt, sur les qualis qu'on a pu faire, il y a plutôt un effet de surprise positif qui est de dire, en fait, OK, j'ai mon contact avec ma marque là-dessus, je sais ce qui m'est poussé de façon assez simple, sans être spammé, hein, c'est le côté important. Et du coup, on retrouve un canal qui est plutôt hyper bien accueilli de ce côté-là. Quel est le taux de clic moyen sur le push? On n'a pas de visibilité sur le taux de clic. Hein. Je rappelle, c'est des applications qui sont celles d'Apple et de Google. Donc, ils nous remontent les données qu'ils veulent. Ça fait pas mal de temps qu'on demande à ce qu'ils nous remontent les taux de clic sur les pushs. Ce qu'on voit, nous, c'est surtout les taux de clic sur les liens qu'il y a sur un pass. Hein. Sur un pass, on peut mettre plein de liens qui redirigent vers votre site. Hein. C'est ça l'intérêt. C'est d'avoir une espèce de hub, hein, de point de contact primaire dans le mobile qui va rediriger vers l'écosystème de votre marque. Donc ça, ce qu'on va traquer, c'est les gens qui sont présents sur le mobile, sur le wallet, qui sont actifs, donc qui peuvent recevoir des mises à jour. Et après, quel est le taux de clic qu'il va y avoir sur les liens qui sont sur le wallet. Un truc intéressant derrière à ce sujet qu'on a noté, un jour on avait fait une étude avec un client et qui nous disait OK, j'ai du volume, c'est-à-dire qu'il avait 40% d'ajouts depuis Facebook, ce qui est beaucoup, hein, c'est-à-dire que plus il investit sur Facebook avec du wallet derrière, plus il se construit une base de gens qui sont sur le wallet. Donc ça, c'est quand même intéressant dans le sens où il se construit une base qui va pouvoir notifier à volonté. Mais il disait, mais bon, OK, j'ai du volume, mais par contre, j'ai peu de clics. On a tagué les liens qui sont sur le pass, et j'ai peu de clics dessus. Donc, du coup, OK, j'ai peut-être du monde, mais ils ne transforment pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit, écoute, tu vois, ces clients-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les prendre et tu vas regarder si par rapport à avant, c'est-à-dire avant qu'ils aient le wallet, et par rapport à maintenant où ils ont le wallet, est-ce qu'ils consomment plus? Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ils avaient des taux d'augmentation de leur trafic et de leur achat qui étaient pareil autour de plus 20, plus 25%, donc très conséquent, mais qui ne passaient pas forcément par le lien qui était dans le wallet. Le wallet avait vraiment une valeur de rappel sur la notification et éventuellement visuellement. Et ils avaient tendance après à aller eux-mêmes directement sur le site ou à aller, on sait très bien, le taux de conversion sur mobile, il est compliqué,
ou à convertir depuis le desktop. C'est-à-dire, ils voyaient la notification et ils allaient convertir depuis le desktop. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'on dit que le wallet, c'est un canal dans le sens où il va pousser de l'information qui va relancer un client sur une information en particulier. Donc, c'est plutôt l'étude à mener quand on veut voir le ROI, c'est regarder ses clients et analyser qu'est-ce qu'ils faisaient avant, qu'est-ce qu'ils font maintenant. Et depuis qu'ils sont en wallet, à chaque fois, qu'ils sont sur le wallet, à chaque fois, c'est hyper net. Ils ont un taux d'utilisation et d'interaction avec la marque qui est beaucoup plus élevé. Voilà, il est midi. J'espère que j'ai pas répondu à toutes les questions. Je suis désolé, donc faut pas hésiter à nous les envoyer par notre mail. On est dispo. Toute l'équipe est dispo pour répondre à vos questions. Et puis surtout pour vous faire une démo perso par marque. On a beaucoup de use cases, notamment dans des mécaniques de e-commerce. Beaucoup qu'on est en train de mettre en place chez Rakuten, chez Autrix. Et notamment, c'est à qui je pense là. Et donc, voilà, il y a plein de choses à raconter là-dessus qui peuvent être intéressantes pour la plupart des marques. Et voilà, j'espère que je vous aurai convaincu de rééquilibrer vos budgets pour ceux qui ont la main dessus. Faites un peu plus de rétention. Ça aura beaucoup plus d'impact pour vous et puis pour votre marque par la suite. Merci à toutes et à tous et j'espère à très bientôt. Oui, il y a, je vois là dans le chat un petit lien vers le livre blanc, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous le redemander par mail si vous en avez besoin. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Au revoir.